Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast où on décortique le milieu de l'humour. Je suis Philippe Drolet et mes acolytes Charles Deschamps et Olivier Foy. Comment ça va les boys? Pas pire. Ah, je suis excité. Ouais, parce que là, tu reviens d'un voyage à New York, la capitale de l'humour. Je suis revenu de New York hier. Puis ma question pour toi, par rapport à New York, qu'est-ce que t'as le plus aimé? Qu'est-ce qui était le plus nice? Le faire en couple, la scène humoristique ou être loin de tes créanciers? Passer moins de temps avec Charles. Non, c'est pas vrai. Est-ce que t'es tellement facile à puncher dessus? Hey, ben, first, passer du temps en couple. Incroyable. Ma blonde est fantastique. C'était mon cadeau de Noël et de fête d'aller en voyage là-bas. On a pogné le bus. On avait un beau... payé? Elle a payé le bus puis le Airbnb. Baller. Wow! Elle est badass, là. Ouais, c'est fort. C'est vraiment, vraiment apprécié, là. C'était comme des vacances cadeaux, là. Ouais, je suis en amour, là. Ouais, puis il faut que je l'aime, mettons, 8 mois encore au moins. Sinon, c'est chiant. Qu'est-ce que tu as acheté, toi, Noël? Hey, DVD, là. Non, je sais plus. Mais Chris, hey, Brian, dans tabarnak, sa fête est 2 mois après la mienne, fait qu'il faut que j'y trouve de quoi d'aussi hot. Je suis genre, tabarnak, il faut aller à Londres. En tout cas, fait que... j'ai trouvé ça insane, le temps de couple, évidemment. On a marché genre 100 000 pas en comme 3 jours et demi, là. Fait qu'on a vraiment tout visité. Le but, c'est que moi, c'était mon rêve d'aller à New York pour aller voir des shows. Le but, c'était d'aller voir un show Comedy Cellar. On l'a fait la première journée. Parce que New York, on me l'a vendu comme du rêve, là. Tu sais, moi, j'ai écouté ça dans les séries, genre Louis de Louis C.K. On voit des plans du Comedy Cellar. Moi, j'avais écouté le special de Ray Romano qui s'appelle Right Around the Corner, où il fait comme 30 minutes dans chaque Comedy Cellar. Le 4-4-4 de Andrew Schultz, je sais pas si tu te rappelles, là, c'est ça qui a un peu comme lancé le stand-up sur YouTube. Il avait filmé comme 4 sets différents là-bas, puis c'était vraiment une belle expérience. Mais mon appréciation générale, c'est que ça m'a fait redorer mon amour pour Montréal. J'ai réalisé que j'aime tellement la ville, puis on me l'avait tellement vendue comme la ville la plus extraordinaire au monde. Puis là-bas, j'étais genre, c'est malade, mais j'ai tous mes référents d'une ville comme Montréal. Ouais. Fait que j'ai trop... Autant que j'ai adoré le voyage, ça m'a rappelé à quel point j'aime Montréal. Mais je pense que c'est comme un voyage un peu spirituel de... C'est pas là que c'est né le stand-up, mais c'est là que beaucoup le stand-up a grandi. Ouais. Fait que c'est voir un peu où est-ce que, tu sais, comme ton art, ton métier a grandi. Tu penses-tu que c'est la capitale du stand-up en ce moment? Ah, mon Dieu. Anglo? Ça brasse en humour. Il y a toujours une espèce de rivalité entre les humoristes de LA et les humoristes de New York. Exact. New York, stand-up. Tu fais pas de la télé, tu fais du stand-up, tu fais pas du web, tu fais du stand-up, t'es un humoriste, c'est le stand-up d'abord. LA, c'était plus des gars comme Jim Carrey qui ont fait du stand-up pour avoir une entrée vers le cinéma. Une entrée, tu sais. La télé était là-bas, le cinéma. La télé était là-bas, Hollywood, c'est pas loin de là. Fait que tu sais, il y avait ça. Fait que tu sais, ça a toujours été les deux capitales de l'humour. Et? Puis là, les impôts sont trop chers à LA, fait que tout Joe Rogan, tout ça sont partis au Texas. Fait qu'il y a cette nouvelle vague-là du Texas. Est-ce que le futur est au Texas? Ouais. C'est fucked up. Sont en train, tu sais, c'est comme, sont en train de créer aussi la relève de l'humour à Kill Tony. Tout le monde veut être découvert là-bas. Fait qu'il y a quelque chose de weird. Mais moi, je pense qu'à travers, genre, les époques et les périodes, New York, tu sais, mettons, LA est morte comme depuis la pandémie un peu parce que, genre, tout le monde veut avoir des podcasts puis personne veut attendre son opportunité d'avoir un film, tu sais. Mais New York, je pense qu'elle est toujours restée forte parce que les opportunités de jouer, c'est là que ça l'a jamais changé. C'est genre, tu peux jouer littéralement 8 fois par soir. Ils ont 4 salles au Comedy Le record, c'est Cellar. 40. 40 le même jour? Le même jour, mais c'est stagé dans le sens le gas cassé super tôt, genre à 2h l'après-midi, le premier show. Puis tout était stagé dans le sens que il rentrait, il faisait 3 minutes, il y avait quelqu'un qui le suivait en char. Toutes les salles, il arrivait, la personne s'en allait, là. Ouais. Pour battre le record. Le but, c'est quoi son nom, tu sais-tu? J'ai oublié, mais il y a marqué le là-dessus, record. je suis là-dessus. Ouais, on va essayer de le trouver. Mais je pense que j'ai pas fait ça ma première année. Tu sais, genre, pour vrai. C'est bien trop, là. C'est pas le fun, une journée, il a battu genre mes 2 premières années de stand-up. Mais Daniel Tirado, qui est un humoriste québécois qui habite à New York, du 6-7 shows par soir, facilement. Ça se fait facilement. Par soir, hein? Par soir. Wow. Fait que ça, c'est quand même spécial. Puis je trouve que ça l'a paru aussi de comme il revient à Montréal de temps en temps, puis de genre les évolutions d'une Ouais, fois à c'est l'autre, drôle c'est parce énorme. qu'il est fucking pas stressé. Des fois, il joue au bordel, puis entre 2 shows au bordel, il allait au Comedy Nest, puis c'est super dur de trouver du parking, puis je le suivais, puis j'étais comme, yo, tu vas être tête. T'es comme, ah. Ouais, Puis il le avait monde s'adapte. 40 secondes à monter sur scène, puis il était comme relax avec ça. Pour lui, c'est comme normal. Hein.
Puis dans les autres capitales du monde, je vais quand même faire un petit props à Boston. Parce que Boston, il y avait comme une espèce de guerre New York-Boston de... le monde de Boston trouvait les humoristes de New York trop comme prétentieux. Fait qu'il y a une grosse vague de... Ben, Louis C.K. vient de la gang de Boston. Ah, mais Louis C.K., Bill Burr, Patrice O'Neal, c'est quoi le nom du gars qui fait du dans les années de Johnny Carson, qui faisait du stand-up deadpan, Steven Wright. Steven Wright qui a commencé là, c'est genre, c'est une grosse capitale qui a créé vraiment des... Vu que c'est du monde qui travaille fort et tout, il y a une énergie un peu tough, ça crée des bons humoristes. Puis au Comedy Cellar, il y a 4 salles, parce que, mettons, il y a 2... Il y a 2 Comedy Cellar, mais il y a 2 salles B. Je pense que oui, parce que dans le Olive Tree, qui est le pub quartier latin du Comedy Cellar, mettons, il y a une TV, moi j'étais assis au bar, puis on voyait 4 shows en même temps. Ah ouais? Ouais. Fait que je sais pas s'il y en a ouvert d'autres. Est-ce que tu t'es assis à la table des humoristes? J'étais juste à côté, man. Il y avait Ronnie Chang, qui était là, qui a 2 specials sur Netflix. Il y avait le gars de SNL qui s'appelle... j'ai oublié son nom, ça va me revenir tantôt, mais jeune un peu latino de SNL qui était là aussi. Mais j'étais à côté, puis j'étais genre... Je pense que je suis genre dans un rêve fucked up. Là, je reconnais des faces. Tu sais, bon, à Montréal, tu reconnais des faces, tu dis salut, puis là, genre, toutes les faces que je reconnais à New York, je peux pas les saluer. Non, tu peux pas les saluer. Ils ont aucune idée je suis qui, tu sais. Moi, j'avais le goût juste de toucher à la table avec ma base pour dire j'ai touché à cette table-là. J'ai même pas osé. Ma blonde était genre, tu veux-tu que je te prenne en photo? Puis j'étais comme... Non, je peux pas, je veux pas être ce gars-là. Cet endroit-là est tellement mythique que c'est quelque chose d'aller là. Puis moi, j'avais comme... Je comprenais un peu l'espace de cet endroit-là parce que dans le documentaire de 2002 de Comedian de Jerry Seinfeld, on voit cette table-là, il parle après le show, tu vois l'escalier par où ils descendent pour aller faire les shows. Dans Louis, tu vois genre la switch pour annoncer... Je connaissais tous les codes, mais c'est la première fois que je vivais la pièce. Faut dire, premièrement, c'est petit en tabarnak. Puis c'est pas si beau. C'est pas si beau. C'est pas beau. Mais moi, je romançais tout parce que j'étais juste heureux d'être là. Mais man, je fais 6 pieds 4. À côté de moi, il y avait un bonhomme de 300 livres. Puis on était à une table à 4, mais comme on rentrait pas, là, tu sais. Fait que genre, j'ai passé tout le show à regarder de côté de même. Mais j'étais juste heureux, mais j'ai compris tous les codes du bordel, évidemment, tu sais. Puis vraiment, autant que j'étais reconnaissant d'être là, puis j'étais reconnaissant que ma blonde ait tout payé, que ça m'a fait rendre compte à quel point on est chanceux à Montréal, man. Ça m'a donné, genre, une triple motivation de travailler, puis ça m'a reconfirmé à quel point, genre, le bordel est la quintessence du stand-up francophone. Ouais, puis quelque chose que... Autant que le monde trouve ça tough de jouer au bordel, que de jouer au Comedy Cellar, faut que t'aies 3 specials Netflix, tu sais, comme... Puis moi, l'affaire qui m'a fait capoter, c'est que, tu sais, au bordel... Quand tu rentres dans le pacing régulier, tu fais le même set, tu vas être sûr d'être bon, tu vas être sûr de rentrer fort. Mais moi, j'ai vu un gars que j'ai trouvé fucking bon. On m'a dit qu'il y avait un special sur Netflix, puis il a fait son meilleur stock de son special après que le special soit sorti au Cellar. OK. J'avais mis son numéro, j'ai comme Chris, je vais aller voir son special, puis je suis comme Chris, le meilleur numéro du special, il le fait encore au Comedy Cellar. Ah ouais. Fait que tu sais, comme pour être sûr d'être rentré fort ou je sais pas trop quoi, ou peut-être qu'il y avait rien à roder puis qu'il, je sais pas trop, là, mais j'étais comme un peu tabarnak, t'as un special sur Netflix puis tu fais ton vieux stock au Cellar, c'est... Ouais, ici, on pourrait pas faire ça de genre, tu refais un number, tu présumes que les gens l'ont déjà vu. Mais il y a tellement de monde, ça m'a étonné, évidemment. C'est tellement mythique qu'il y a beaucoup de gens qui voyageaient, qui étaient là. La crowd était vraiment comme multi-ethnique, multiculturelle, de genre, la première rangée était une mine d'or de crowd work. Ça, je pense que ça doit nuire au stand-up. Dans le sens que tu joues tout le temps que devant des touristes. Exact. Tu joues pas devant des New-Yorkais qui vivent la même réalité que toi, qui ont les mêmes référents que toi. Fait que... L'ambiance était étrangement pas si hot. Tu sais, genre, la salle, j'ai trouvé ça mythique, c'était malade. Mais l'animateur a fait une crise de bon job. Mais les 2 premiers humoristes ont pédalé, man. Ils ont pédalé. Puis le premier humoriste où, genre, l'animateur a fait un peu une joke de genre, yo, vous êtes donc ben weird à soir, genre, vous êtes donc même pas un bon public. Puis là, j'étais genre, tu sais, au Québec, tu dis, t'es pas un bon public, ça tue l'ambiance. Là, c'était comme un des bons rires qu'il y a eu dans cette minute-là. Mais en même temps, c'est parce que eux autres, ils font littéralement 8 shows par soir, là. Fait que tu dis, ce public-là est pas bon, tu t'en crisses, t'as un autre show comme dans 1 heure. Fait que le rapport à genre, je joue pour vous satisfaire versus vous êtes pas bon puis je manquerai, je vais vous le dire, était weird, man. Daniel Tirado avait expliqué que la part des humoristes new-yorkais,
ça les influence dans le sens qu'ils tombent avec un delivery plus relax, plus slow, parce que à 8 shows par soir, tu peux pas comme « Hey, what's up tout le monde? » Tu peux pas être un Christopher Williams puis survivre à 8 shows dans ta soirée. Ouais. Puis il y a tellement... Le comedy seller, c'est le fun, mais en début de carrière, tu joues devant des fois des 3 personnes, des 2 personnes, des 9 personnes. Fait que tu peux pas être le gars hype. Fait que le delivery plus relax, plus slow pace est en partie influencé de J'ai trouvé ça. Puis le meilleur humoriste, mettons, c'était le 3e sur 4 ou 3e sur 5. Parce que les 2 premiers essayaient de mettre de l'énergie dans place. Le 3e a pas essayé. Il y avait genre une voix basse, un rythme un peu plus lent, des observations. Puis c'est ça qui avait le mieux marché parce que il a pogné comme la crowd par en dessous. Au lieu de vous dire pourquoi vous êtes pas là, il est genre yo, on va monter ensemble les amis, qui est un des meilleurs patterns à faire même au Québec de toute façon. Je trouve que Maud Landry elle fait très bien au bordel. Ouais. J'ai pogné un show tough à un moment donné puis elle était sur le show puis c'est elle qui a réussi à faire ça. C'est ça. Les mollo puis genre t'es embarques avec tout tranquillement puis après j'ai trouvé ça fascinant. Fait que la pièce était malade, mais j'étais genre, hey, au niveau des observations, au niveau du rythme, au niveau de la puissance de rire, on n'a rien à envier à personne à Montréal. J'ai trouvé ça magique, ça m'a ressourcé. Bon, moi, c'est parce que j'ai eu 30 ans aussi, là, c'est pour ça que c'était comme un gros cadeau. J'ai fait mon show solo vendredi passé, fait que là, dans ma tête, c'est comme, je cleanais du stock, puis je m'en allais là me ressourcer pour du nouveau matériel, puis j'étais genre... On n'a rien à envier à personne, on est à la meilleure place pour faire du stand-up au monde. J'avais le goût d'écrire des nouvelles jokes, man. Ah, je comprends. Puis moi, j'ai été, je pense, 3-4 fois. Une fois, on y avait été avec Joe Guérin, Cameron, Anthony. Puis je pense que le lendemain ou le soir même, on était allé voir un open mic après ça sur un petit bar. Puis les humoristes étaient tellement mauvais qu'on était tous fâchés. Puis on a tous allé voir la booker. Comme, laisse-moi monter 3 minutes. On va être meilleur. On va être meilleur. Genre, je sais pas, c'est en anglais, on va trouver quelque chose. Mais là, tabarnak, ça va de cœur de sens. On m'expliquait que les meilleurs humoristes sont à New York, mais les pires aussi. Et parce qu'il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde qui veulent devenir dans les meilleurs que tous les humoristes déménagent à Montréal pour faire de l'humour, tous les humoristes déménagent à New York, mais il y a beaucoup d'open micers, puis moi j'ai scrappé une fin de semaine de coupe. Oh mon Dieu! Je m'excuse, tu te reconnais. Voyage d'amoureux. Elle comprend que je vais aller voir un show de stand-up, c'est une bonne copine. Exact. Mais là, moi, je croise Daniel Tirado, bordel. Je dis, hey, c'est un rêve de jouer à New York. Tu penses-tu qu'il y a un open mic que je pourrais, tu sais, genre, jouer? Ouais. Il me book 2 shows. Un dans un open mic, un sur une soirée régulière dans un vrai comedy club. Puis là, je suis comme fucking stressé. J'ai jamais joué en anglais. Ça va être mon premier show en anglais, c'est à New York. Wow. Puis là, dans le char, j'ai oublié mon pacing. Fait que là, le 6 heures de char que j'étais supposé de conduire, c'est ma blonde qui le conduit, pis c'est moi qui prends des notes parce que le son même, on est en show, là. Fait que là, genre, on part à 7h le matin, on arrive à 3h, album, je drop mon stock à l'hôtel, je pratique, là, on va fuck les activités, là. Je suis bien trop stressé pour jouer à New York. On va faire le premier show, pis je sais pas pourquoi, tu sais, je demande, hey, je dis, hey, je viens de Montréal, y a-tu déjà quelqu'un qui était à Montréal? Pis là, y a une fille qui fait, oui, moi, j'ai fait mes études là, pis elle parle en anglais, je fais, hey, je peux pas improviser en anglais! Je sais pas pourquoi que... Pourquoi j'ai fait du crowdwork? Je suis même pas capable de dire crowdwork. Je suis pas capable de dire crowdwork! Pis... ça a été correct, je m'en ai bien sorti, mais je jouais devant comme 15 personnes. Ouais. Après ça, on embarque dans le taxi new-yorkais pour aller faire mon 2e show de la soirée. Wow. Puis là, ce qui était fucked up, c'est que j'arrive sur une soirée avec des spots payés, puis les humoristes là-bas sont pas accueillants parce que tu voles la job de quelqu'un d'un local. T'as un humoriste de l'extérieur, c'est fucking tough de jouer à New York. C'est un spot qui est payé. Fait que genre, on me parle pas, puis j'arrive, le show est déjà commencé à cause que tu sais, puis on me fait pas ouvrir parce que j'arrive un peu plus en retard, j'avertis que... Fait que là, c'est comme, il se prend pour qui le calice de comme, c'est pas toi cute, tu sais. Fait que... Charles Day Champs. Mais c'est qui ce style-là? Le 2e show va fucking bien. Je pète tout, tu sais, je prends mes 6 heures de matériel, puis je résume ça à 8 minutes de mes meilleurs liners. Fait que, tu sais, pas d'impro cette fois-là. Ouais. Ça rentre que le calice, puis là, après ça, tous les humoristes sont fins avec moi. Parce que là, je suis drôle. Là, c'est la petite gag de fake-ass de bitch. C'est tout le temps ça. Plus beau homme de ma vie, pire début de voyage pour ma blonde, là. Juste un gars qui est stressé, lui, son premier show. Ah, wow. Mais man, je me suis senti comme le roi du monde. Comme, j'ai gagné New York, là. J'ai fini ce level-là, mais tu sais, j'ai pas fini New York dans le sens que, tu sais, Daniel Tirado, qui est à New York depuis toujours, il me disait, si tu veux rejouer à New York, là, fais plus d'open mic parce que sinon, tu vas être classifié comme un open micer. Ouais. Puis tu vas avoir de la misère à passer à l'autre step. Fait que, fais juste faire les soirées que moi, je te plug parce que, tu sais, je suis ah non, c'est pas vraiment sinon, un but ça va se savoir, ouais. Ça va se savoir. Mais lui-même disait que pour jouer au Comedy Cellar, faut que tu aies l'approve de 2 réguliers du Comedy Cellar. C'est pas juste 2 personnes qui te back? Faut 2 personnes, 2 réguliers du Cellar qui te back. C'est badass. Puis là, il t'essaye, puis lui il m'a dit, je suis pas encore prête. J'ai mes deux signatures, il y en a pas de stress, mais je veux que quand je joue au Comedy Cellar, qu'on fasse
il doit être là tout le temps. Je suis pas encore rendu à ce niveau-là. Lui, il est pas là. Il a décidé comme non, pas de suite. Là, je pense que depuis cette discussion-là, il l'a fait, mais à la base, c'était comme j'aurais pu, mais je vais attendre. Je veux pas juste faire le seller, je veux détruire le seller. Ouais. Puis rentrer dans ma machine, tu sais. Moi, j'ai des humoristes new-yorkais que j'adore, évidemment. Je suis un gros fan de Mark Norman puis Sam Morrill. Puis nous, on est allé voir le dimanche, puis j'étais curieux de voir quel type d'humoriste serait là le dimanche. Puis je pense que, mettons, si j'y retournerais, j'irais un show genre un lundi, mardi ou mercredi. Parce que les humoristes qui roulent le plus, ils font les week-ends. Fait que, tu sais, la fin de semaine, les humoristes new-yorkais qui sont les meilleurs, ils vont jouer à Boston, ou tu sais, genre, ils se payent les week-ends dans les théâtres, là, tu sais. Puis ils reviennent travailler les lundis, mardis, mercredis en début de semaine pour roder leur stock. Fait que je serais curieux de savoir comme... Fait qu'un dimanche, c'était genre... Fait que j'ai vu comme l'équivalent d'un gars peut-être qui a des spots de temps en temps ou qui remplace la fin de semaine, mais c'est pas le meilleur spot, genre. Ah, j'ai trouvé ça fascinant. Toute ton expérience, le show de Comedy Cellar, quand t'es rentré là, c'était quoi ton émotion? J'ai versé une larme pour de vrai. C'est tellement beau à voir. Puis il y a quelque chose de... c'est peut-être psychique là, ou ésotérique, mais il y a tellement eu de rire dans cette salle-là. On dirait que tu le sens... Tu rentres pis tu le sens, puis il y a une fois que j'avais été là, tu sais, c'est con, mais si t'es dans le restaurant en haut, il y a pas de toilette dans le restaurant, faut que t'ailles pisser dans le Comedy Cellar. Sais, ouais. Fait que tu descends dans les marches avec tous les cadres, puis là, t'es genre, what? Puis tu passes devant le public pour aller pisser, puis il y a quelqu'un qui est dans notre gang, genre le plus le gars qui a été pissé avant le show, puis il dit « Yo, il y a Michel Wolf qui est là. » Il était pas sur notre show, il était sur l'autre show, mais man, c'est tellement magique, puis il y a... Tu sais, des fois, il y a du monde qui dit dans des affaires, dans des podcasts qui te marquent. Puis moi, il y a Doug Stanhope, à un moment donné, qui a dit la raison pourquoi l'humour, c'est New York, puis c'est Boston, c'est parce que il faut que ça soit devant des gens qui sont malheureux puis stressés. Faire de l'humour à aller devant du monde qui sont au soleil, qui sont bien, qui a de la plage, tu sais. Ouais. Mais à New York, tout le monde est stressé, tout le monde ça, ils ont besoin de décompresser, ils ont besoin de rire. C'est un échappatoire, le rire. Fait que le stand-up est dans des villes où ça va mal, puis le stand-up évolue quand ça va mal dans le monde, parce que là, le monde a besoin de rire. Ouais. Ça m'avait vraiment marqué. J'étais comme, OK, New York. Intéressant. Andrew Schultz l'a vécu, puis c'est un humoriste new-yorkais, il a commencé là, puis genre, il a déménagé à Miami pendant un bout de temps avec toute sa gang, puis il était genre, je travaillais moins bien. Tu peux passer la journée sur le bord de la piscine, là, tu sais, fait que tu travailles pas sur tes jokes. Mais sinon, j'ai tout aimé aller prendre une pointe de pids au Joe's Pizza à côté du Comedy Cellar. C'est genre l'image classique de Louis C.K., genre dans le générique de son émission qui mange là. Je mangeais de la pizza, j'étais ben trop heureux. Ma blonde était genre, ouais, c'est quand même bon. Puis j'étais genre, t'as pas idée ce qu'on vit présentement. Ouais, j'étais le gars lourd, là. Est-ce que tu penses que ça a vraiment un impact, l'espèce de nouvelle vague qui se crée au Texas, ou New York va toujours avoir sa raison d'être? Je pense que New York peut toujours rester New York, mais le Texas peut prendre la place de LA. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que dans la vibe Joe Rogan, on vise plus le stand-up pur que le côté LA de je vais être un personnage. Ça existe-tu encore tant que ça? LA, là, tu sais, c'est genre Anthony Jeselnik, c'est genre Whitney Cummings, c'est tous des stand-up, là. Il y a plus de personnages à LA, c'est juste le monde habite là parce qu'ils ont toujours habité là. Mais mettons, en pandémie, c'est parce que c'est tout du monde qui rêve encore d'avoir genre des contrats ou qui ont encore des agents, tu sais. Mais le monde qui ont des podcasts en ligne, ils peuvent habiter n'importe où, là. Puis c'est encore plus payant habiter au Texas parce que tu peux amener du monde de n'importe où au pays en avion. Ah, parce que Joe Rogan, il paye l'avion à tous ses invités. Fait qu'il peut recevoir les deux coasts en même temps. J'avoue, mais en même temps, un billet d'avion, j'ai l'impression qu'aux États, c'est moins cher. Ouais. Tu sais, faire coast to coast, c'est genre 250. Faire coast to moitié, c'est 2,25. Genre. Non, je comprends, mais c'est quand même plus efficace convaincre, mettons, un scientifique de New York dire viens faire 2 heures d'avion au lieu de genre faisant 6 pour venir à mon studio, genre. Je sais pas. Mais ouais, j'ai trouvé ça fou, man. Écoute, le Texas est vu comme un peu redneck. Ouais. Est-ce qu'il y a cette vague-là de stand-up qui va être entourée de redneck va influencer l'humour du futur? Parce que New York est toujours... Tu sais, comme on me parlait qu'il y avait des problèmes à New York où tu rates ton stand-up, Trump rentre au pouvoir, tu bashes Trump, tu sors de New York, tes jokes marchent calissement plus parce que là, tu tombes dans un état qui... Il y a tellement de divisions dans le pays entre la gauche et la droite là-bas que New York est très de gauche, tu sors de New York, tes jokes pro-trans, ils marchent calissement pas, là.
J'ai comme pas de vraie réponse à la question spécifique. Pourquoi? que t'as Réponds demandé. à ma question! Mais j'ai juste l'exemple de genre Joe Rogan disait de Shane Gillis que la raison pourquoi il est aussi bon, c'est que c'est genre un humoriste libéral dans un... C'est genre un humoriste bleu dans un état rouge. Fait que tu parles à du monde pas convaincu. C'est ça qui fait le meilleur stand-up point. Tandis qu'un humoriste rouge dans un état bleu, ça marchera calissement pas. C'est pas nécessairement ça, c'est qu'il faut que tu sois conscient de à qui tu parles, genre, ou que ton stand-up puisse parler à n'importe qui. Genre, c'est pour ça qu'il y a du monde 100% montréalais qui marche pas en région parce qu'ils parlent juste à ce public-là. Mais s'ils écrivent leur stock en se disant qu'il faut qu'ils parlent à tout le monde, là, ça va créer un bon number, peu importe à qui tu parles. Puis si le Texas c'est le plus redneck la gang, puis que il se, devient plus libéral à cause que les artistes sont plus libéraux Genre. en général, peut-être que c'est ça la solution aux États-Unis, c'est plus de stand-up au Texas. Ouais, mais tu sais, mettons, un humoriste hyper libéral qui va jouer au Texas, mettons qu'il s'en va faire le week-end à Joe Rogan puis qui réussit à les faire rire, c'est genre, son stand-up, il devient meilleur même pour sa crowd libérale parce que tu l'as défendu ton texte. Puis tu sais, quand tu défends une joke... Je suis pas d'accord avec ça parce que... tu sais, mettons, back in the days, il y avait une soirée à l'UQAM par Colin Boudria. Ouais. Puis moi, je me considère quand même libéraux puis très montréalais dans mon stand-up. À un moment donné, je me suis fait couper la... J'ai dit... je veux pas redire le bit, là, mais genre, il y a une fille qui était fâchée de mon bit. Puis je suis comme, hey, le bit était direct. C'était pas ton number sur le N-word? Non, c'est mon chat, il y a eu une pierre au rein, puis qu'on a dû couper le pénis pour faire passer la pierre au rein. Ouais. Fait que de faire le parallèle entre ça puis un changement de sexe, c'était maladroit à la limite. Mais tu sais, on parle de 7 ans, là, tu sais. Ouais. Mais c'était pas... Puis, en tout cas, il y a ça qui s'est passé, je me suis fait haïr. Puis, à un moment donné, il y a une fille qui parle durant mon show. Puis là, je suis comme, hey, excuse-moi, c'est quoi que t'es en train de faire? Comme, je suis en train de réciter mon poème à mon ami, puis je suis comme, ouais, que tu peux pas, en tant que gobelin hétéro, je peux pas puncher sur une fille lesbienne qui lit un poème à l'UQAM. Genre, je perds. Peu importe ce que je vais dire, je vais perdre. Ok, mais ça, c'est une situation, mettons, hyper, précise, genre très précise, mais mettons Je suis sûr de quoi vous débattez. C'est quoi le point? C'était si le stand-up de gauche dans l'État du Texas allait avoir un impact sur les États-Unis. Puis là, on faisait jouer devant du monde qui ont comme l'inverse de ton opinion, c'est payant pour ton number. C'est, mettons, la première fille là, qui était pas d'accord avec ton bit. Je suis sûr qu'après, t'es retourné chez vous pis t'étais comme, hey, mais si ça se représente, ça me prend une phrase pour répondre à ça. Fait que ça fait évoluer ton number, même si il a pas marché de base, mais tu le travailles mieux après si tu te confrontes à des opinions. Les gens qui jouent juste dans des safe spaces peuvent juste jouer dans des safe spaces. J'avoue, faut que tu sortes ta zone de confort. Ouais, fait que... quoi de... Genre, tu sais, l'art, ça devient de plus en plus niché, là, tu sais. Juste notre podcast, c'est niché, c'est très geek, il y a un peu de quoi de... Quand tu parles à ta crowd ou comme en tant que public... qui trippe, mettons, moi je trippe sur le soccer, mettons. Puis là, il y a quelqu'un qui a un full bon numéro sur le soccer, mais je vais capoter ma vie. Ça peut-tu faire ça aussi avec les idéaux, peut-être, genre de républicains, whatever? Ça se prête-tu à cette niche-là, vous pensez? Ou moi, je pense qu'aux États, autant qu'il y a du stand-up évangéliste, qu'il doit y avoir du stand-up. Ouais. Peut-être il y a des shows KKK stand-up, là. Peut-être que ça existe. C'est drôle. C'est sûr que ça existe, là. On a plus les shows cachés qu'on avait. Ouais, ça change l'humoriste masqué, là. Oh fuck, excusez. L'humoriste masqué avec un chapeau blanc pointu. Ça sera pas un extrait. Ça sera pas un extrait. Non. Les gens qui savent. Oh là là. Oh my god. Ouais, ben y a-tu des affaires que t'as vues à New York que t'aimerais qu'il y ait dans la scène montréalaise? Plus de spots en général. Ouais. Mais plus de spots, genre plus de bons spots ou plus de spots, genre. Comment? Non, mais tu sais, à Montréal, il y a quand même de plus en plus d'open mic. Ouais. Tu peux jouer beaucoup. Tu trouves qu'il manque d'opportunités encore pour les humoristes? Ben, pas qu'il en manque, mais genre, plus il va avoir de chances de jouer, plus tout le monde s'améliore. Fait que c'est comme, je veux juste que ça continue à fleurir. Je trouve pas qu'en ce moment, c'est pas une bonne situation. C'est juste que, genre, je trouve ça hot de jouer beaucoup. Mais après, il faut que ça suive la population. Ce que j'ai aimé de New York, c'est qu'il y a tellement de monde qu'il y a tout le temps plein de monde partout. Ouais. Fait que, genre, il y a un petit café, 12 places, puis ils servent juste de la limonade. Ça va être plein parce qu'il y a au moins 12 personnes ce soir-là qui veulent de la limonade, tu sais. À Montréal, mettons,
dans les dernières années, les Québécois sortent vraiment moins parce que c'est plus tough monétairement, puis les Français prennent beaucoup de place dans les soirées d'humour, mais on reste reconnaissant parce que sinon, il y aurait personne. Fait que ça crée comme des crowds un peu plus genre homogènes françaises des fois, mais c'est juste que j'aimerais ça qu'il y ait encore plus de monde dans plus de petites soirées d'humour puis qu'on soit game d'aller découvrir des petits shows parce que des fois c'est tough jouer devant 10 personnes puis c'est correct de les vivre des fois parce que tu t'améliores, mais je trouve que le public québécois, genre j'aimerais ça qu'on aille voir le plus de shows possible. Mais tu sais, le Québec, c'est... Ben, Montréal, c'est 3 avec les banlieues. Ouais. New York, c'est 9 millions. Mais Chris, on serait capable d'abord. Le Québec, c'est 9. Mais il y a moins de touristes, par contre. Moi, l'affaire que j'ai aimé de New York, que je suis déçu qu'il n'y ait pas à Montréal, c'est que, tu sais, mettons, on est sur le bord de peut-être arrêter les shows d'11h15 au bordel, parce que... Ah, non. Mais moi, j'aime ça, mais... Non, faux. C'est que... Il y a une partie du public qui est fatigué, qui est pas habitué de sortir tard. Il y a une partie du public qui est en boisson. Il y a comme... on dirait que le monde sont habitués de faire des activités culturelles en dehors du classique 8 heures. Ouais. Tu sais, il y a des choses, je pense, à 1h du matin là, au Comedy Cellar, comme... J'aimerais ça qu'il y ait ça au bordel, autant dans le tard que dans le tôt. On a fait une fois des comédies brunch au bordel dans le cadre d'un festival, puis c'était fucking le fun parce que le monde sont fucking réveillés, ils ont bu 2 cafés avant de venir, ils ont un petit mimosa, ça rit à rien, puis ils sont super focus, tu sais comme... Ça dépend quand. L'été, vous faites des shows à 5h, puis c'est nice parce que les gens se disent on va voir un show d'humour, puis après on va souper, puis ça commence bien ta soirée. Mais je ferais 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 1h. Mais moi, ok, les shows, les late shows, c'est ce qui me manque le plus à Montréal. Mettons, à Labreux, les shows commencent à 9, puis j'adore ça, man. Ah, bouh! Depuis cette semaine. Ah, j'haïs Labreux! Mais des shows d'11h, ça en prend plus. J'essaie d'en pitcher en plus au terminal. C'est genre, il va y avoir du monde. C'est peut-être pas la crowd que tu veux tout le temps comme clientèle, mais de jouer devant ce monde-là, ça te forge en tabarnak. Oui, c'est une question que j'aurais voulu poser à Ben Lefebvre à un moment donné. C'est le king des late shows, man. Il est tellement bon pour gérer cette crowd-là. Ça prend plus de late show. Par rapport au Comedy Cellar, là, moi, j'étais allé à Las Vegas au Comedy Cellar. J'étais genre... C'est un rip-off, tu... Ben, c'est vraiment... Non, c'était super cool. C'est vraiment un Comedy Cellar, mais c'est vraiment que des touristes. Tu sais, le crowdwork était fou. Comme tu disais, c'était genre... Tout le monde t'es de où? D'Australie. OK, t'es là pourquoi? Ben, je suis là 2 jours pour fourrer. C'était malade. Le monde, il s'en fout de ce qu'ils disent. À Vegas, ça fait que le crowdwork est dingue. Mais j'ai trouvé vraiment que les humoristes, il n'y avait aucune prise de risque. T'sais. Je trouvais que ça parlait des affaires que j'ai vues dans des galas en 2002. Puis j'étais là, ben là, gang, les différents hommes-femmes, 4 fois sur 8 humoristes, j'étais là, hey, c'est Puis je me demandais peut-être, vu que c'est des shows importants, je veux voir, Charles, ta vision de ça, vu que t'as booké au bordel, tu sais, c'est des shows importants pour le monde. Est-ce que la prise de risque entre en jeu dans est-ce que je le réinvite ou pas, genre? Est-ce que tu respectes, mettons, quelqu'un comme, je sais pas... Tu fais 8 fois le même number versus, genre, la 7e fois, tu t'es un peu plus planté, mais t'as essayé une nouvelle affaire. Qu'est-ce que tu valorises? Ah mon Dieu, parce que là, on rentre dans un podcast au complet sur le booking en général. On peut teaser pour un épisode, ça serait bon, mais juste, moi, ma vision du bordel, c'est que j'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit parce que je te paye 100$. Ouais. Fait que tu décides ce que tu fais, mais les impacts, ce que tu fais a un impact. Fait que pour moi, mettons, sur mon show, je vais avoir un closer, que lui, il a besoin de closer. J'ai un opener qui a besoin d'opener. Le reste dans le milieu... comme fais ce que tu veux, mais sois intelligent. Si tu vois que, je sais pas moi, c'est un pacing très faible ce soir-là, si tu vois que Louis-José Hood, Mike Ward, Maud Landry, Kat Levac, tu peux te permettre de tester du stock. Tu vas passer dans le bar anyway. Tu sais, dans le sens que... j'aurais quasiment pensé l'inverse de genre, il faut faire le béton ou whatever, mais ça dépend t'es qui, si c'est 4 vedettes qui arrivent avec des V1, peut-être toi rentre fort, tu sais, comme, gauge ses affaires. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui a l'intelligence de catcher la vibe du spectacle, qui peut... Puis, tu sais, il y a du monde qui, malheureusement, rode en 12 minutes. Tu sais, qui vont tester 12 minutes puis que c'est mauvais, mais ils vont finir leurs 12 minutes puis ils vont s'être plantés. Ça se peut que je te rappelle moins que quelqu'un qui va comme glisser un 4 dans son 12 puis que... Fait que tu sais, puis ça dépend t'es rendu où. Moi, tu sais, honnêtement, un gars comme Guillaume Wagner arrive avec une V1, c'est déjà vraiment solide. Il a pris des gros risques. Le monde s'attend à avoir du edgy. Fait que tu sais... Je suis content qu'il ait été là... Parce qu'il y avait une démarche, puis même si, admettons, ça rentrait à 6 sur 10, je suis content qu'il ait été là. Mais si c'est ton 3e bordel, puis tu rentres à 5 sur 10,
Je fais, ben là, pourquoi t'as fait du vieux, du nouveau, pas bon? Tu sais, ça dépend de 1 million d'affaires, mais j'ai un respect pour la démarche, j'ai un respect pour la prise de risque, j'ai un respect de... Tu sais, si tu t'es planté, mais justement que c'était un gros show, puis que c'était intéressant ce que t'as fait, puis c'était quand même travaillé, ça a juste pas landé, je respecte quand même. Fait que tu sais, il y a une grosse conscience de le bordel est là pour aider les artistes avant tout. Mais respecte le public. Mais c'est sûr qu'on fait un épisode là-dessus prochainement. J'ai mis les questions, ouais. J'inviterais sûrement genre une Julie Lacroix qui m'a remplacé au booking, mais ça, elle veut pas faire le podcast. Ouais. Mais j'aimerais ça avoir d'autres bookers. Puis bon, hein? Puis même un point de vue gérante aussi. Mais à New York, justement, le premier humoriste au show que j'ai vu, il a fait 5 minutes, puis après, il a dit « Je vais pas vous mentir, je voulais juste tester ma dernière phrase. » Il a testé une joke en 5 minutes, comme il a testé une surenchère. Puis il a fait un autre number. Il y a quelque chose aussi que les humoristes québécois, on avait un avantage sur tout le monde avant, c'est que, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de soirées d'humour, tu t'avais pas le droit de faire 2 fois le même numéro dans la même soirée d'humour. Fait que t'écrivais plus? Pas le choix. Si tu joues à l'Abreuvoir, si tu joues, mettons, t'as rentré fort à l'Abreuvoir, GM t'appelle, t'es comme, hey, tu veux-tu jouer demain, j'ai un choke. Faut que t'aies un autre 8 minutes, c'est le même public. Fait que mais ça a été vrai comme avant le bordel. Ouais, mais pas si longtemps que ça, parce qu'avant, il était genre, avant, t'avais 8 minutes, tu jouais 3 ans, là. Non, c'est pas vrai. Non? Non, parce que peut-être pour ça qu'il jouait pas plus. Non, mais il a déjà dit ça, il était comme avant, t'avais un 15 puis tu roulais longtemps. Ben attends, avant, il y avait... mais je pense avant Saint-Cyboire, peut-être. Ouais, exact. Tu sais, t'avais le même 15 pour le runner longtemps, mais là, maintenant... l'autre époque du jockey de l'Abreuvoir, mettons les 4 soirées mères, jockey, brouhaha, Abreuvoir, Saint-Cyboire, si tu voulais jouer là, puis c'était bon, tu jouais 4-5 fois dans un an, 6 fois dans un an, il te fallait 6 numéros différents. T'as raison. Il te fallait 6 numéros différents, puis les Français nous voyaient aller, ils sont comme, comment ça vous créez autant? Ben, c'est parce qu'on n'a pas le choix, on joue devant le même public. Puis là, j'ai l'impression que New York, ils créent moins que nous autres parce qu'ils jouent tout le temps devant des touristes. Ils jouent tout le temps devant des nouveaux publics. Fait que tu peux toujours faire le même stock, puis tu peux tester ta dernière phrase. Nous autres, on se cassait la gueule à tester des nouveaux 8 à chaque fois que tu jouais, là. Mais là, à cause de la vue du bordel, du terminal, de tout ça, on a repris l'habitude de faire le même vieux stock. Fait que moi, j'ai l'impression que je crée moins depuis... c'est intéressant, man. Quand j'animais l'open mic, j'écrivais un nouveau 8 par semaine. Maintenant, j'ai perdu ce rythme parce que j'anime plus. Là. Ça dépend vraiment de ton niveau de travail ou de ton niveau d'opportunité parce que il y a une fille que j'ai en tête de genre pendant mettons 2-3 ans, elle était bookée partout, mais genre, elle était comme cette année, je travaille ce number-là. Parce qu'elle était tellement bookée à toutes les soirées une fois que était genre son number en une saison, genre il évoluait crissement, mais moi j'étais pas booké nécessairement partout, mais je retournais 2 fois à tout le monde qui me bookait, fait qu'il fallait que je travaille 2 fois, fait que j'avais comme plus de stock mais pas 100, mettons 95%, 85% tête. Fait que j'étais genre je trouvais ça intriguant comme gestion de pacing. J'avoue que c'est... Mais en fait, surtout back in the day, c'était septembre à décembre, on crée. Ouais. Tu choisis tes 3 meilleurs numbers. Puis là, de janvier à juin, tu rodes pour les galas. Fait que beaucoup de création, après ça, beaucoup de peaufinage. Fait que, des fois, tu peux faire le même number 6 mois après dans la même soirée, parce que là, t'avais 1, puis là, t'avais 10. C'est intéressant. Moi, c'est l'inverse. J'ai pas de gala l'été, fait que j'écris l'été, puis je prépare mon septembre. Ça s'en vient, vas-y. Alright, merci beaucoup, boys. On va finir là-dessus. On va aller sur Patreon. On continue la discussion. Oui. On est en effervescence. Je veux savoir comment le seller a impacté la construction du bordel. Ouais, on va rendre des potins. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté, puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si t'écoutes ça puis tu te dis il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup. Des fois on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Faut continuer.